Le peuple a faim, il est écrasé par les impôts, la révolte gronde à Paris et non, on n'est pas en 2019 mais bien en 1789. La France est à un tournant de son histoire, la Révolution française et ses mystères racontés dans Le Loup des Cordeliers, signé Henri Leeuwenbruck. Bonsoir. Bonsoir. Ce livre, vous l'avez écrit avant ou après le mouvement des Gilets jaunes? Avant, il n'avait pas commencé quand j'ai commencé à faire mes recherches pour le livre. Et puis le mouvement est arrivé pendant l'écriture, ce qui m'a donné des moments assez étonnants quand je comparais l'actualité avec les écrits de l'époque. Oui, il y a quand même de curieux parallèles, hein, même si on ne souhaite pas à Emmanuel Macron de finir comme Louis XVI. Oui, ni aux révolutionnaires de déchanter au lendemain de la Révolution, effectivement. Ouais. Alors, on va peut-être rappeler l'histoire, c'est celle de Gabriel Joly, un provincial qui arrive à Paris contre l'avis de son père, son ambition, devenir journaliste. Et son premier défi, c'est de démasquer le loup des Cordeliers. Qui est ce loup des Cordeliers ? C'est une sorte de justicier, c'est une sorte de Batman pendant la Révolution française. Vous voyez, j'avais très envie de faire un roman d'aventure un peu à la mode du 19e siècle, avec comme les romans de Dumas par exemple. Donc la figure du justicier, c'est parfait pour ça. Il est masqué, on ne sait pas qui c'est. Et en fait, dans cette première enquête de Gabriel Joly, notre héros journaliste va essayer de démasquer le justicier qui, la nuit, sauve des femmes dans les rues de Paris en assassinant leurs agresseurs. Oui, parce qu'on était dans un Paris où l'insécurité régnait, hein, à tous les coins de rue. Absolument, oui. Le Paris du XVIIIe siècle, alors il est à la fois en développement et bien plus développé d'ailleurs que parfois on le croit, mais il a encore les stigmates d'un passé. Il est sale, Paris est très très sale. La boue de Paris, c'est des tonnes qui sont évacuées chaque jour par le service des boues et lanternes, qui encrassent les pieds des gens. Il y a des métiers de décrotteurs qui sont des gens qui viennent vous enlever la boue sur les chaussures et sur les pantalons. Enfin voilà, c'est une ville qui est sale, c'est une ville qui est dangereuse, dans laquelle il y a évidemment beaucoup de brigands et d'attaques. C'est une ville qui est mal éclairée la nuit, parce qu'il y a encore très très peu de lanternes. Et quand il y en a, souvent les malfrats les cassent pour pouvoir commettre leurs agressions la nuit. Enfin voilà, c'est une ville qui en plus est au tout début de la Révolution, parce que le roman se passe de mai 89 à juillet 89. Et il commence à y avoir des vents de révolte dans les rues parisiennes. Mais est-ce que ce justicier masqué a vraiment existé ou pas dans l'histoire? Non, il n'a pas existé. C'est un des seuls personnages qui n'a pas existé dans le roman. Oui, parce que vous naviguez entre fiction et réalité. Du coup, on ne sait pas trop. On tombe par exemple sur Louis XVI, sur Marie-Antoinette, sur les grands esprits de l'époque, Robespierre, Danton, Desmoulins, Mirabeau. Quelle est la part d'histoire, quelle est la part de fiction, du coup? Alors, tout ce qui concerne les personnages historiques est vraiment rigoureusement exact sur l'histoire. J'ai beaucoup travaillé avec l'aide de plusieurs historiens, mais j'avais envie de présenter ces personnages que tout le monde connaît, Danton, Desmoulins, Robespierre, etc., sous un angle un peu nouveau. D'abord, j'avais envie de les rendre vivants pour le lecteur, donc de les humaniser le plus possible. Et souvent, pour faire ça, j'ai utilisé le regard des femmes. La femme de Danton, Gabrielle Danton, qui est une femme extraordinaire et sans laquelle sans doute il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, et qui lui gardait un peu les pieds sur terre. Lucile, dont est amoureux Desmoulins, Marie-Antoinette, la bibliothécaire. La bibliothécaire, voilà. Marie-Antoinette qui reste une mère avant tout, qui perd son fils au premier jour de la Révolution et donc qui est une mère en deuil. Et malgré les mauvais côtés de cette reine, elle est formidablement touchante à ce moment-là de son histoire. Mais aussi un grand personnage que j'avais envie un peu de faire connaître à certains lecteurs qui pourraient ne pas la connaître, c'est Théroigne de Méricourt, qui est un peu la troisième grande figure féminine de la Révolution. Tout le monde connaît Marie-Antoinette et Olympe de Gouges, mais il y a eu une troisième femme, Théroigne, qui était extraordinaire, totalement romanesque. Elle avait une plume noire sur son chapeau, elle avait des pistolets à la ceinture, etc. Elle venait de Liège. Elle venait de Liège et elle s'est prise de passion pour cette révolution parisienne. Elle est allée assister au débat des États généraux et elle a commencé à prendre part à la Révolution. Et ce personnage très touchant, qui a eu une fin tragique, je peux déjà le dire, même si c'est pas dans le roman, parce que c'est beaucoup plus tard. Cette fin a d'ailleurs inspiré le nom d'une rue à Paris qui s'appelle la rue de la Folie Méricourt, et qui est en hommage à Théroigne de Méricourt. J'avais vraiment envie de la faire découvrir. Vous parliez de Olympe de Gouges, auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est le début du féminisme.
ce n'est pas le début, mais on va dire que c'est le moment où il se structure davantage. Il commence à y avoir notamment un club qui s'appelle la Société des Amis des Noirs, qui est le premier club politique de l'histoire à accepter les femmes en son sein, et qui était, on va dire, essentiellement sous la houlette de Condorcet, qui probablement est l'une des figures les plus brillantes de la Révolution, hein, même si on parle beaucoup des autres. Condorcet était le plus ouvert, et il a beaucoup participé à cet élan, on va dire effectivement, d'un féminisme naissant qui était d'autant plus légitime qu'en réalité, le XVIIIe siècle avait beaucoup reculé sur le droit des femmes. En tout cas, la Renaissance avait beaucoup fait reculer la position des femmes dans la société. On leur prêtait faussement un rôle important. En réalité, c'était simplement, on leur demandait de tenir salon et être très chic, et voilà, mais on leur demandait surtout de ne pas réfléchir, de ne pas écrire de livres, etc. Donc le combat a commencé. Malheureusement, il a été difficile à mener, et il n'y a pas vraiment eu de victoire pour les femmes pendant la Révolution française, hein. C'est peut-être même les premières victimes de la Révolution. C'est celle... On dit souvent que c'est une révolution bourgeoise, la Révolution française. Et c'est vrai que les principaux acteurs de la Révolution étaient plutôt des hommes, des avocats bourgeois. Danton est avocat, Robespierre est avocat, Desmoulins est avocat, ils sont tous avocats. Et en réalité, le peuple qui a suivi, c'est surtout les femmes. Les femmes sont allées là-bas parce que c'était elles qui n'arrivaient pas à ramener du pain le soir pour nourrir leur famille. C'est elles qui étaient en contact direct avec cette misère parisienne. Et malheureusement, je pense que c'est celles qui ont le moins gagné pendant cette révolution. Et vous le disiez, hein, ce combat contre la traite des femmes, mais aussi la traite des Noirs dans les colonies. Et ça, on n'en parle pas forcément. On ne savait pas à propos de Olympe de Gouges qu'elle avait aussi ce côté-là, et qu'on apprend dans votre livre. Oui, elle participait, notamment, elle venait régulièrement aux réunions de cette Société des Amis des Noirs, mais qui menait un combat difficile parce que la traite des Noirs était une source d'enrichissement phénoménale pour certaines grandes familles françaises. Et aujourd'hui, on l'oublie, ou en tout cas, on s'efforce de l'oublier, mais il y a beaucoup de grandes familles qui se sont enrichies comme ça, hein. L'intrigue nous conduit à la prise de la Bastille qui devait être détruite. C'est ce qu'aussi on apprend dans le livre. Ouais, c'est incroyable l'histoire de la Bastille, parce qu'en réalité, déjà les Parisiens y allaient pour récupérer des munitions. Et voyant les portes fermées, ça a mal tourné, parce que le gouverneur de la Bastille refusait d'ouvrir les portes et de laisser les Parisiens prendre la poudre qui était dans les sous-sols de la Bastille. Quand ils ont enfin réussi à rentrer, ils ont découvert qu'il n'y avait que 7 prisonniers à l'intérieur. Ils étaient un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à en trouver un peu plus. La Bastille avait une figure comme ça de fort, de prison un peu menaçante, installée au centre de Paris. En réalité, on y enfermait plutôt soit des personnes qui avaient perdu la raison, soit des prisonniers un peu aisés. Il y avait notamment le marquis de Sade qui, 15 jours plus tôt, était encore à la Bastille et qui venait d'être transféré à Vincennes. Et pourquoi ? Il a été transféré parce qu'en fait, on allait détruire la Bastille. C'est-à-dire que Louis XVI avait demandé à des architectes de prévoir la destruction de la Bastille pour faire à la place, très modestement, une place Louis XVI, avec une statue de lui-même au milieu de la place. Et du coup, les Parisiens, finalement, ont accéléré le travail des ouvriers de Louis XVI en détruisant eux-mêmes ce vieux fort. Et on voit aussi qu'en 1789, les fake news, la désinformation, la manipulation existaient déjà. Ce qui est très étonnant, c'est que le terme de fausse nouvelle existe. On le trouve dans certains écrits de l'époque. Et effectivement, ça a été un moment où Louis XVI, ayant décidé de lever la censure royale pendant quelques mois pour préparer les États généraux, les gens s'en sont donnés à cœur joie. Il y a eu de magnifiques écrits. Il y a des auteurs comme l'abbé Sieyès qui a écrit un pamphlet magnifique qui n'aurait certainement pas pu le faire au moment de la censure royale. Mais il y a aussi eu des horreurs, des placards, des affiches qui étaient placardées sur les murs essentiellement du Palais Royal et qui venaient d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire aussi bien des révolutionnaires que des contre-révolutionnaires, et dans lesquels il y avait des fake news de l'époque. Et voilà, donc le héros du Loup des Cordeliers veut absolument lutter contre ça. C'est-à-dire, il dit, cette révolution, pour qu'elle soit efficace et légitime, elle ne peut pas s'appuyer sur le mensonge. Et donc, il lutte contre le mensonge aussi bien d'État que le mensonge de certains de ses concitoyens qui exagèrent les informations, etc., essayent de mentir pour justifier leur révolte, alors que
Gabriel leur explique qu'ils n'ont pas besoin de la justifier, elle est légitime. Et on apprend aussi le rôle joué par les francs-maçons dans la Révolution française, les idées reçues également sur la franc-maçonnerie. Oui, parce que justement, j'explique qu'en réalité, la maçonnerie n'a pas joué de rôle réfléchi pendant la Révolution. Au contraire, elle était totalement divisée, puisqu'il y avait autant d'aristocrates que de bourgeois au sein de la maçonnerie, et donc il y avait autant de révolutionnaires que de contre-révolutionnaires. En revanche, il y avait effectivement de grands penseurs, qui, notamment dans l'une des loges les plus célèbres, qui était la loge des Neuf Sœurs, qui avait accueilli Voltaire, et ces penseurs-là étaient plutôt philosophes, humanistes, et avaient plutôt envie que le pays se réforme et étaient favorables à la Révolution. Mais il y avait aussi beaucoup de nobles qui, eux, étaient totalement contre. Et d'ailleurs, la personne qui dirigeait le Grand Orient à l'époque, qui était le duc de Montmorency-Luxembourg, était farouchement opposé à la Révolution. Pendant le 19e siècle, il y a eu tout un mouvement antisémite et anti-maçonnique qui a prêté à la franc-maçonnerie une participation et un complot pour organiser la Révolution, mais c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, ce sont des foutaises totales. Alors, dans ce livre, il y a aussi un ton spécifique d'époque que vous utilisez. Comment vous avez appris tout ça? Vous parliez tout à l'heure de la préparation avec des historiens. Comment se prépare un livre d'histoire comme un polar historique? Il y a effectivement beaucoup de recherches historiques. Et ça, c'est beaucoup de documentation, beaucoup de séjours en bibliothèque, l'aide effectivement de plusieurs historiens. Et puis ensuite, il y a l'aspect littéraire où là, j'ai essayé de faire un mélange entre une langue du roman feuilleton du 19e, on va dire, et puis une langue plus moderne, pour que ça soit accessible et que les lecteurs n'aient pas l'impression de lire un vieux bouquin, quoi. Mais j'avais envie, comme ça, par moments, de glisser des mots un peu désuets, des mots du 18e, et puis une construction du 19e, c'est-à-dire vraiment à la Dumas, du roman d'aventure, avec des chapitres très courts, beaucoup de suspense, et voilà. Et ça, c'est des années et des années de lecture de tous ces auteurs qui m'ont toujours passionné, aussi bien Dumas pour les auteurs de l'époque que des auteurs plus contemporains comme Umberto Eco ou Pérez Reverte qui sont un peu mes maîtres, quoi. Et en tout cas, on n'a pas eu toutes nos réponses dans ce livre. La suite, du coup? En octobre l'année prochaine. Tous les ans au mois d'octobre, c'est un rendez-vous annuel. Et on aura peut-être la réponse sur ce loup des Cordeliers. Passionnant en tout cas de replonger dans l'histoire de la Révolution française et ses complots. Le loup des Cordeliers aux éditions XO. Merci Henri Levenbrück. Merci.